Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous présente un SUV familial et électrique chinois. Un de plus, oui, mais il a peut-être des intérêts. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors bien entendu, pour ne rien manquer de nos vidéos, vous vous abonnez, vous activez les notifications et vous mettez le petit pouce à la fin si vous avez apprécié. Alors ce SUV familial électrique chinois, c'est le nouveau MG S6 EV. EV pour électrique. S6, c'est la nouvelle nomenclature d'appellation pour les modèles MG. Donc le numéro dit où ça se trouve dans la gamme et le S précise qu'il s'agit d'un SUV. Un peu comme le S5, alors que la MG4, elle, c'est une berline, donc il n'y a pas le petit S devant. Mais bref. Alors j'ai parlé du S5, hein, c'est un petit peu son grand frère et ça se voit de suite. Il adopte le nouveau langage stylistique de MG, avec notamment ce nez un peu ici en rostre de cétacé hein, ou de requin à la limite. C'est bien entendu un signe de reconnaissance, mais c'est très commun à tous les modèles chinois en général. C'est surtout un élément important au niveau de l'aérodynamique. Ça reste une voiture électrique, donc c'est important. On retrouve la nouvelle signature lumineuse avec des feux diurnes vraiment très fins, hein, le petit élément en LED ici, et les phares principaux qui se retrouvent eux là en dessous. Chose intéressante, au niveau aérodynamique, on n'a pas les fameuses prises d'air habituelles pour les rideaux d'air. Et pour cause, puisqu'ils se trouvent nulle part. Il n'y en a pas ici, c'est assez rare pour être signalé. Par contre, il y a bien la double calandre. Hein. Ils ont repris un petit peu un signe de reconnaissance inauguré par le MG Cyberster, un modèle plutôt sexy. Ici, c'est moins le cas, mais bon voilà, chacun en pensera ce qu'il veut. Et on retrouve derrière ces grilles des volets actifs, bien entendu, pour la gestion thermique de la batterie et du moteur électrique, mais également pour l'aérodynamique. Au niveau du style, on peut continuer. On voit un modèle qui est plutôt avec un style très fluide, des surfaces sans traits, sans coupure dedans, sans arête. Donc ça, c'est très bien pour l'aérodynamique, bien entendu, mais c'est un peu moins bien pour la personnalité en général. Et c'était peut-être le seul petit bémol qu'il y a avec ce MG S6, c'est qu'en termes de style, il est plutôt pas mal, hein, il n'y a pas de souci, c'est statutaire d'une certaine manière, mais c'est un petit peu passe-partout aussi. L'avantage, c'est qu'il vieillira bien, et donc ça pourrait être bien pour la valeur de revente et son attractivité plus tard dans quelques années. Au niveau aérodynamique toujours, revenons là-dessus, on notera qu'ici on a des jantes de 20 pouces, mais en grande partie carénées. Une bonne chose puisque ça limite les tourbillons créés par les roues. Et ça tombe bien qu'elles ne fassent pas trop de vortex comme ça, l'air peut s'écouler sans problème le long de cette longue carrosserie, puisqu'il s'agit quand même d'un modèle qui fait 4,71 m de long pour 1,91 m de large et 1,67 m de haut. Donc c'est quand même pas mal et on peut déjà constater que l'empattement, lui, est plutôt long également avec 2,84 m presque, plus exactement 2,835 m, ce qui est gage a priori d'une belle habitabilité, on le verra plus tard. Au niveau du style, chose intéressante, on a des poignées classiques, pas encastrées. Ça peut s'expliquer probablement aussi parce que la Chine a décidé d'interdire les poignées encastrées. Je vous invite à regarder sur notre site, on vous explique pourquoi. Mais pour des raisons de sécurité, a priori, en Chine, ce ne sera plus autorisé et probablement que ça viendra également en Europe. Merci Tesla, soit dit en passant. À l'arrière, on a de nouveau ce style assez générique avec des feux qui ici me rappellent curieusement certains modèles électriques de chez Mercedes, dont la CLA notamment. Et on retrouve l'appellation donc avec la nouvelle nomenclature MG S6 EV dans le cas présent. On retrouve également un petit miroir à la face avant avec le pseudo-diffuseur séparé en deux éléments. Visuellement, bon, ça n'a pas vraiment d'importance et c'est plus esthétique qu'autre chose. Hein, ça n'améliore pas fondamentalement l'aérodynamique. C'est plutôt ces éléments-ci, vous voyez ici, qui vont permettre d'allonger le flux de l'air et donc de favoriser l'autonomie ici. Dernier élément ici à l'arrière, on a bien entendu la casquette traditionnelle, mais on a surtout ce petit essuie-glace. Vous le voyez par rapport à la taille de la lunette arrière, c'est quand même assez limité dans son intervention, mais ça suffit pour avoir une visibilité sécurisante vers l'arrière en cas de pluie. Reste maintenant à passer à l'intérieur pour voir si on est toujours dans du générique ou s'il y a un peu plus de personnalité. Moi j'aime bien commencer par le coffre. Alors premier petit truc que j'aime pas trop, c'est le bouton pour ouvrir le coffre que je trouve qui n'est pas très agréable à utiliser, en plus d'être salissant, donc ça c'est un peu dommage. Mais on arrive sur le coffre et là, on a une contenance qui est plutôt très confortable puisqu'on a jusqu'à 674 litres de disponible derrière la banquette. Quand on rabat les sièges,
1 tiers, 2 tiers, on arrive carrément à 1910 litres selon MG. Là, ça devient vraiment conséquent. On a un cache-bagages souple. Moi, ce n'est pas ce dont je suis le plus fan, mais bon, pourquoi pas, il fonctionne bien, il est facile à utiliser. Puis surtout qu'on voit qu'on a une belle profondeur. Le fameux bac de course, vous en mettez 1, 2, 3, 4 quasi dedans, donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'espace. On a une petite partie ici du plancher qui peut se soulever, mais ce n'est pas pour un rangement en dessous, c'est simplement pour accéder à la batterie 12 volts qui sert aux appareillages internes de la voiture. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup de modularité au niveau du coffre. C'est pas grave, parce que si ça vous ne suffit pas, les 674 litres, vous en avez encore 124 à l'avant avec le frunk. Alors, la crainte qu'on pourrait avoir dans une chinoise qui a un grand coffre, c'est que pour une fois, ils aient un petit peu phagocyté l'espace à l'arrière. Vous pouvez constater que ce n'est absolument pas le cas. Donc là, le siège est réglé pour quelqu'un d'un petit peu plus grand que moi, donc 1,82 m. Et moi, j'en fais 1,78 m. Et vous voyez qu'il y a encore des tonnes d'espace quand je suis assis ici. Et c'est à noter, avec une bonne inclinaison du dossier. On n'est pas assis comme ça non plus, donc c'est pas mal du tout. En termes de hauteur de genoux, on peut voir qu'on est quand même plutôt pas mal. On n'a pas les genoux trop hauts, donc ça reste confortable, malgré le plancher plat et la batterie qui se trouve en dessous. Ça s'explique entre autres par le fait qu'ici, ils ont fait appel à une batterie CATL dont les cellules sont placées à l'horizontale, ce qui permet de diminuer l'épaisseur du pack de batterie et donc le rehaussement du plancher dans l'absolu. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça permet également de libérer plus de place au niveau de la tête. Ici, quelqu'un qui fait 1,90 m n'aura pas trop de soucis, ne sera pas trop gêné. Il profitera peut-être un petit peu plus vite de la lumière et de la chaleur du soleil via le toit panoramique. On précise, il y a un vélum électrique, ça c'est très apprécié. Ce n'est pas toujours le cas. Et pour le reste, première découverte de cet intérieur, on peut constater qu'il y a des matériaux qui sont plutôt qualitatifs. Je veux dire ici, le faux cuir, il n'y a pas de cuir animal, on le précise là-dedans. Donc c'est du plastique recyclé concrètement. Est plutôt agréable. Même chose pour cette pseudo-suédine qui est pas mal aussi. On remarquera les coutures ici qui créent un petit motif à la fois sur les assises et le dossier. C'est plutôt sympa, c'est un petit côté chic. Et sur les contreportes, on retrouve un pseudo-alcantara également, plutôt agréable. Des plastiques moussés, c'est pelliculé, c'est moussé. On a du vrai métal pour les haut-parleurs, donc franchement c'est plutôt pas mal. Moi je suis assez surpris par la qualité. Ceux qui pensent que MG veut forcément dire cheap ou low cost, en sauront pour leurs frais ici, puisque clairement en termes de qualité on est plutôt pas mal du tout. Aspect pratique, oui on a de la place, mais on a des petites poches aumônières, mais pas exceptionnelles non plus, mais suffisantes. On a les 2 ports USB-C qui sont ici, pas de rangement particulier là. Ça c'est un petit peu dommage, les rangements se limitent donc surtout au bac de portière, qui sont corrects mais sans plus. Et alors, chose qu'on n'avait pas montré tout à l'heure, mais regardez, hop, quand on rabat ici la banquette, on a pas mal de longueur c'est sûr, mais par contre on n'a pas de plancher plat. Donc ça c'est un élément à prendre en compte malgré tout. Mais donc voilà, le bilan à l'arrière c'est plutôt impressionnant, il y a énormément de place, malgré le fait qu'on ait aussi un énorme coffre. Donc très bon point pour la vocation familiale de ce modèle. Voyons voir à l'avance ce que ça donne alors. 2 constats. Le premier, c'est que le style est sympa, mais relativement générique encore. Tout est soigné, je veux dire les accastillages, les assemblages, la précision des coutures, etc. La façon dont les matériaux sont sertis, tout est bien fait, vraiment très bien fait. Certaines marques européennes par exemple pourraient s'en inspirer et certaines marques asiatiques pourraient clairement s'en inspirer aussi. On pense notamment au numéro 1 mondial. Mais on retrouve quand même certains gimmicks chinois, comme ces formes un petit peu molles, entre guillemets, les aérateurs ici avec les boutons en dessous. Bon point, vous pouvez voir que pour la climatisation, il y a toujours des commandes physiques, plutôt agréable à utiliser, donc on a vraiment un rendu mécanique dans la manipulation, donc ça c'est quand même pas mal du tout. On a le petit volant avec une forme toujours un peu compliquée, avec 2 méplats, on va dire ça comme ça. Qui lui a du plastique pour les garnitures, c'est normal, c'est un volant vous me direz, mais on peut voir à quel point MG progresse puisqu'il y a désormais une seule commande, une seule fonction plutôt au bouton de commande ici, au petit joystick, donc ça c'est pas mal, c'était 2 avant dans les modèles précédents, donc là il y a une amélioration avec les aides à la conduite à gauche, le multimédia et l'affichage ici à droite. Et en parlant d'affichage, on a donc un compteur numérique de 10,25 pouces, plutôt bien fait. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de le personnaliser, mais bon, les informations essentielles y apparaissent
et sont plutôt très lisibles. Et on a un écran de 12,8 pouces ici. On a là aussi des menus qui sont devenus un peu plus clairs. MG a progressé également, même si bon, l'affichage n'est pas toujours extraordinaire, mais voilà, en termes de qualité, c'est plutôt bien. On a le volant chauffant, les sièges chauffants, vous pouvez le constater ici, donc c'est assez facile. Par contre, petit bémol, très honnêtement, la réactivité de l'écran n'est pas exceptionnelle. Par contre, on a vraiment l'ensemble des informations qui sont facilement accessibles. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'abord ici cet aspect-ci. Avec Apple CarPlay et Android Auto qui sont disponibles de série sans fil, la connectivité est non seulement facile, mais l'appairage est fidèle. Je veux dire, ça ne se coupe pas tout le temps, comme parfois sur certaines voitures chinoises. Donc ça, c'est une très bonne chose. La captation de la radio DAB est également très fiable. Ça, c'est aussi très bien pour une voiture chinoise. Et de manière générale, on a des menus qui sont plutôt bien organisés. On va aller sur la voiture parce que c'est ça qui va nous intéresser pour la conduite ensuite. Où là, on a accès à tous les réglages liés à l'utilisation de la voiture. Donc, il y a les commandes liées à la conduite, donc le mode de conduite, le mode one pedal, est-ce qu'on le veut ou pas, le niveau de freinage régénératif. On a 4 niveaux différents. C'est en plus du one pedal drive. Donc, au total, il y a 5 modes, on va dire. On a bien entendu tout ce qui est convénience ici pour ce qui est l'accès à la voiture. Est-ce qu'on veut un accès main libre ou pas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais ce qui nous intéresse le plus, au final, c'est quand même le bouton MG Pilote. Pourquoi? Parce qu'ici, comme sur certains constructeurs, chez certains constructeurs européens, on a quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire qu'on peut configurer ses préférences pour les assistances à la conduite. Il suffit ensuite juste d'appuyer sur le bouton pour les enregistrer. Et puis quand on roule, on va appuyer dessus et on va pouvoir activer ou désactiver tout ce qu'on n'aimait pas ou tout ce qu'on aime dans les assistances. Ce n'est pas encore un bouton direct comme chez Renault par exemple, mais c'est quand même pas mal. Ça évite de devoir recommencer à chipoter dans tous les menus et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Pour le reste, mais que dire, on va revenir un petit peu quand même sur la qualité parce qu'on peut voir qu'il y a des matériaux. Il n'y a aucun matériau d'origine animale ici, mais tout est très bien fait. Pour des plastiques recyclés partout, franchement, c'est pas mal du tout. Il y a un sentiment un peu presque premium. Effectivement, bon, les choix de couleurs restent très, très neutres. Il y a moins de parti pris, mais c'est quand même pas mal du tout. Le confort des sièges est plutôt très bon. Et a priori, on a des réglages qui sont très amples. Hein, donc, vous voyez, hop. Donc c'est quand même pas mal ici. Le siège peut se régler pas mal aussi bien en avancement qu'en hauteur. Cela dit, ici je suis réglé au plus bas et on reste quand même encore dans une position très chaise de salon plutôt que fauteuil. Hein. Donc ça, bon, c'est un SUV familial et sa vocation n'est pas de vous emmener sur un circuit. Sa vocation, c'est plutôt de rouler calmement et avec entrain. Donc on va voir si ça marche. On y va. Alors ce MG6 est basé sur la même plateforme que la MG4 et le MG5, S5 plutôt. Donc le MG S6 fait appel à la plateforme MSP, Modular Scalable Platform de MG. Et donc il s'agit d'une architecture en 400 volts au niveau électrique avec une batterie identique pour les deux versions disponibles, une batterie de 77 kWh brut, 74,3 net et de type NMC. Dans le cas présent, on dispose de la version à 2 moteurs et 4 roues motrices, ce qui nous permet d'avoir plus de 360 chevaux et plus de 500 Nm ici sous le pied droit, même si en soi les performances ne sont pas ébouriffantes, mais on est à un peu plus de 5 secondes pour le 0 à 100. C'est quand même déjà une performance plutôt confortable. La version de base, mais à grande autonomie puisque plus légère, dispose d'un seul moteur de 244 chevaux dans ce cas-là et un peu plus de 350 Nm. Et à ce niveau-là, on a l'avantage d'avoir une voiture qui reste toujours très neutre mais avec un allant suffisant pour l'avoir testé. L'important surtout, c'est que la version propulsion s'appelle longue autonomie puisqu'elle permet d'avoir un rayon d'action supérieur. On est dans l'ordre de 530 km WLTP contre 485 pour celle-ci. Maintenant, très honnêtement, avant de parler du comportement, etc., parlons d'abord des choses entre guillemets qui fâchent, à savoir la consommation. Ici, en moyenne, on est à 22,4 kWh au 100. Bon, il faut préciser qu'il fait pluvieux, qu'il fait froid. Ça n'aide pas, c'est certain, et qu'on a plus de 50% de kilométrage en autoroute. Donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un modèle qui fait quand même plus de 2200 kg sur la balance ici, tel qu'il est testé.
Mais ça reste raisonnable, ça permet d'envisager une autonomie de l'ordre de 340 km réels. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est suffisant pour la majorité des gens. L'autre aspect, c'est que la voiture ne recharge pas très vite. MG annonce 144 kW de puissance en recharge rapide, mais c'est vraiment un pic. Et pour être honnête, jusqu'à maintenant, j'ai eu l'occasion de recharger la voiture plusieurs fois dans plusieurs contextes différents et je n'ai jamais vraiment dépassé les 80-85 kW de puissance de recharge. Donc ce n'est pas exceptionnel et c'est ce qui explique le temps de recharge de 10 à 80% qui prend quand même 38 minutes. Là, clairement, on est un cran en dessous de ce que propose la concurrence qui parfois a une batterie encore plus grande pourtant. Donc ça, c'est quand même important, c'est un élément à prendre en compte. Heureusement, pour la recharge la plus saine pour la voiture, c'est-à-dire la recharge en courant alternatif, on reste à 11 kW et là, on est dans la bonne norme de la catégorie. Il n'y a cependant pas d'option 22 kW proposée, en tout cas pour le moment. Maintenant, venons-en à la conduite à proprement parler. On a vu ce modèle à un style assez neutre, mais réussi. Un habitacle plutôt bien dessiné, sans grande personnalité. Une finition de très bonne qualité, mais qui ne fait pas d'effet waouh. C'est la même chose quand on le conduit. Concrètement, la voiture est plutôt confortable. L'insonorisation au bruit de roulement, on a quand même des roues de 20 pouces ici avec des pneus qui sont plutôt sonores, ça reste convenable. L'insonorisation au bruit de vent est vraiment très bien réussie et on a de manière générale une acoustique qui est plutôt plaisante et un système audio qui est plutôt très performant. Donc sur ce plan-là, c'est pas mal. Les suspensions, on est vraiment sur un modèle familial. Il n'est pas fait pour être poussé dans ses derniers retranchements, donc la puissance en tant que telle, on ne va jamais essayer de la titiller parce qu'il va y avoir une petite prise de roulis. Pas caricaturale, mais elle est quand même là et elle vous rappelle que le mieux c'est quand même de rester calme au volant. Ce n'est pas son but de s'amuser sur les virages d'une route de montagne ici. On est plutôt dans une voiture qui est faite pour évoluer plutôt dans un contexte comme celui que vous voyez pendant qu'on filme, c'est-à-dire en campagne, en milieu rural ou urbain. Et dans ce cas-là, franchement, il fait très bien le travail. L'amortissement fonctionne très bien, il n'y a jamais de choc. C'est confortable, c'est progressif, c'est maîtrisé et donc c'est très agréable. On regrette le volant bien entendu comme la plupart des voitures chinoises et même des voitures tout court de nos jours totalement avares de retour d'information avec une direction un peu légère je trouve, un petit peu plus de résistance, de lourdeur dans le volant aurait été apprécié. Mais bon voilà, quand vous donnez une impulsion au volant, ça se traduit par une commande très claire et une réaction très claire du châssis. Donc ça c'est pas mal. La motricité est vraiment très bonne malgré le couple assez important ici. Maintenant vous me direz, il y a 4 roues motrices, ça aide. Et de manière générale, on a quand même une voiture qui fonctionne plutôt bien. Reste la question de la régénération. Alors là clairement, en termes de mode one pedal, moi je le conseille. Parce qu'il a vraiment été très bien recalibré par MG qui était un peu tâtonnant dans les modèles précédents que j'avais essayé. Ici, le système fonctionne vraiment très bien. On en vient presque à se demander pourquoi les autres options sont proposées. De manière générale, les différences entre les différents niveaux de régénération sont sensibles, mais pas très marquées non plus. On appréciera cependant la version low qui offre presque une roue libre totale et donc c'est pas mal pour ceux qui apprécient. Mais moi je conseille plutôt de prendre le système avec la conduite one pedal et la régénération adaptative qui elle fonctionne très bien en fonction des conditions de conduite et je dois dire est plutôt intelligente dans ses modulations de la régénération. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce MG S6 pour ce qui est de la conduite, donc confortable, neutre en comportement et avec des commandes qui, si elles manquent de répondants, ont au moins le bon goût d'être précises et efficaces. Bon, reste le sujet qui fâche, le prix. Alors c'est pas compliqué, je vous l'ai expliqué, il n'y a que 2 versions pour cette voiture et toutes les deux sont en finition luxury. La version de base, c'est-à-dire la long range 2 roues motrices, commence à 46 990 €. La version haute, la version que l'on teste ici, est à 49 990 €. C'est la dual motor, puisqu'il y a 2 moteurs ici. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, je suis d'accord, c'est une somme en soi, surtout pour une MG qui est plutôt associée à la base à des modèles bon marché,
ou en tout cas abordable. Mais dans l'absolu, on a le produit qui va avec. On l'a vu en termes de qualité de fabrication, d'équipement, de qualité du style aussi, hein, plutôt raffiné dans l'absolu, même si un peu passe-partout. On l'a vu sur la route, c'est une très bonne voiture également. Donc le prix dans l'absolu est plutôt justifié. Reste à voir ce que ça donne par rapport aux concurrentes. Et là, vous m'excuserez, mais je vais prendre mon petit copion parce qu'il y en a quelques-unes. En face, dans un format similaire, on peut trouver un BYD Seal U, par exemple, qui débute à 43 490 € avec la batterie de 72 kWh. Mais bon, c'est un modèle dont la conception est plus ancienne et dont l'habitacle n'est pas aussi valorisant, les prestations aussi convaincantes que le modèle ici. On a également Leapmotor avec le C10. Là, on est à beaucoup moins cher puisqu'on est en dessous des 40 000 € quoi qu'il arrive. Mais là aussi, le niveau de prestation n'est pas tout à fait au même niveau que ce MG S6 EV. Dernier modèle chinois à proprement parler qu'on peut prendre en compte, c'est le Xpeng G6. Là, on est dans un modèle qui est vraiment avec un positionnement plus premium et qui malgré tout démarre à 41 490 €, voire 46 990 € pour la version long range, donc grande autonomie en propulsion. Donc on est vraiment dans des tarifs similaires avec un positionnement produit peut-être un peu différent. Et alors lui, il est à moitié chinois. C'est le Smart Hashtag 5 qui a des prestations encore supérieures à celui-ci, notamment architecture 800 volts, recharge rapide jusqu'à 400 kW, recharge AC jusqu'à 22 kW et un intérieur qui est plus riche en personnalité. Et là, on débute à 46 700 €. Les Européens, le Grand Land est un petit peu plus cher, moins bien équipé. Peugeot, n'en parlons même pas. Et Skoda, c'est vraiment beaucoup plus cher puisqu'on dépasse les 57 000 € pour avoir une autonomie équivalente à celui-ci. Donc là, clairement, on est un step au-dessus. Reste la référence des références, le Tesla Model Y, qui existe soit dans une version standard, un peu simplifiée, un peu produit blanc maintenant, à 39 990 €, mais qui n'a pas le même niveau de prestation que celui-ci. Ou alors, pour le modèle équivalent, c'est le Model Y Premium Long Range. Et alors là, on est carrément à 49 990 €. Donc c'est beaucoup plus cher. Vous voyez, tout compte fait, le tarif ici est parfaitement justifié par rapport au produit que vous obtenez. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, à vous rappeler, on s'abonne, on active les notifications, on met le petit pouce si on a apprécié. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.